Dans les profondeurs de l'enfer qu'est Anfuin, un duel aux enjeux insoupçonnés se prépare, là où chaque coup peut renverser des destinées et briser des espoirs. Perceval et Gareth s'affrontent, porteurs de mystère et de sacrifice. Une force sombre émerge, troublant les lois mêmes de la vie et de la mort. On dit que certains pouvoirs surpassent l'imaginaire, et que certaines lames peuvent faire plus que blesser, peuvent-elles même arracher l'essence d'un être. Mais au cœur de ce combat acharné, qui est vraiment Perceval? Une simple âme tenace, ou l'incarnation d'une force qui dépasse ce monde? Et quel prix faudra-t-il payer pour gagner cette guerre qui menace de tout détruire dans Foreign the Apocalypse? Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien parce que de mon côté, je suis en pleine forme. Après plus d'un mois d'absence, je reviens enfin avec du lourd. Alors oui, pour les reviews hebdo, c'est compliqué en ce moment. Mais pour ce type de vidéo, je vais tout donner pour les prochains combats de ce tournoi des gladiateurs. Car oui, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le duel explosif entre Perceval et Gareth. Et franchement, la fin m'a complètement scotché. Préparez-vous parce que cette vidéo va être intense. Petite info au passage, à l'avenir, je pense regrouper plusieurs combats dans une seule vidéo, mais ça dépendra de l'intensité des duels et de leur longueur. À y rester connecté, car une vidéo spéciale sur les capacités des chevaliers de l'Apocalypse, du moins pour la première partie du manga, sera bientôt dispo sur la chaîne. La hype monte et ça arrive pour mi-novembre, voire avant décembre, putain, donc vers fin novembre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, balancez les likes, les partages, les abonnements et faites tourner, putain, je compte sur vous. Laissez vos différents avis dans les commentaires, mes réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à les check. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Entrons dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que parmi les qualifiés de cette seconde phase, on retrouve Perceval, Govan, Anne, Naisien, Donnie, Diodra, Turé, Rothes, Gareth, Tantris, Hauser, Peliou, Isolde, Chian, Balin et enfin le mystérieux Paquet Mystère. En ce qui concerne ce perso, même si tout le monde pense que c'est Gauser, perso je persiste à croire que ce n'est peut-être pas le cas. Mais bon, sait-on jamais. Et pour cette phase, à la différence de la première phase, même si les combats se dérouleront encore au sommet de la tour Mirage de Bertholep, ce sera sur une nouvelle arène spécialement construite au-dessus, avec des tribunes pour les spectateurs et ceux qui ont été éliminés au tour précédent. Et l'enjeu final, rien de moins que la liberté et un vœu exaucé par Bertholep lui-même. Pour cette phase, on a deux groupes de combats intenses. Dans le groupe A, Perceval est opposé à Gareth, Tony affronte le Paquet Mystère, Anne se retrouve face à Diodra, et Naisien se bat contre Rothes. Dans le groupe B, Govan fait face à Turé, Hauser affronte Balin, Tantris se mesure à Chion, et enfin Peliou combat Isolde. Les gagnants de chaque groupe s'affronteront en finale pour couronner le grand vainqueur du tournoi des gladiateurs. La phase commence donc avec l'entrée dramatique de Bertholep dans l'arène, racontant les exploits de l'ancien tournoi, où on apprend que le gagnant de celui-ci est de retour à la recherche d'adversaires plus puissants, malgré le droit de sortir de cet endroit. Il ajoute aussi que la magie de Gareth est plutôt sympa, et espère recevoir l'adrénaline nécessaire avec des combats épiques, des moments qui feront trembler l'arène et tout. Dans les tribunes, la tension monte aussi. Or et Eldan discutent. Eldan est déçu de ne pas s'être qualifié et tente de se convaincre qu'il a encore un rôle important, même s'il a perdu dès le premier tour. Bor, étonné du fait qu'Eldan pensait gagner, lui lâche une bombe. Et si le gagnant du tournoi n'était pas un chevalier de l'Apocalypse? Et si un autre remportait ce tournoi? Que se passerait-il? Car l'idée de base est que l'un des chevaliers de l'Apocalypse remporte le tournoi pour prendre la tête de Bertholep. Un point grandement intriguant que Nakaba glisse peut-être intentionnellement. Que réserve la suite? On le saura en visionnant le parcours de ce tournoi des gladiateurs. J'espère vraiment que Nakaba ne le stoppera pas à un moment donné, car je suis hyper hype pour les combats à venir. Les premiers adversaires du groupe A font ensuite leur entrée dans l'arène sous les acclamations des spectateurs, et il s'agit bien évidemment de Perceval et Gareth. Eldan reconnaît directement Gareth, après tout ils ont un petit passif, et la surprise, Isolde 2.0 est aussi dans les gradins, caché des regards venus encourager Tantris. Perso, je me demande encore qui est-elle vraiment depuis le petit flashback du peloton Tristan, car il semblerait qu'elle soit sortie de nulle part, mais ne semble peut-être pas aussi connaître le véritable nom de Tantris ou sa véritable nature, ou qui il est, putain. J'espère en savoir plus là-dessus très prochainement. Caperdonich, le serviteur de Bertholep, impose ensuite le silence pour laisser son maître faire son discours. Devant une foule stupéfaite, Bertholep apparaît affichant une arrogance écrasante dans ses mots et sa façon d'agir. Pendant ce temps, Govan remarque un détail étrange. Les 4 pics autour de Bertholep semblent former une barrière invisible. De son côté, Perceval pense que gagner ce tournoi est probablement sa seule chance de se mesurer à Bertholep. En ce qui concerne les règles, elles sont simples et brutales.
brutale. Pour gagner, il faut tuer l'adversaire, le mettre KO, le faire abandonner ou encore le faire sortir de l'arène. Les deux adversaires se mettent ensuite en position de combat, tandis que Bor, dans les tribunes, trépigne d'impatience. Il veut voir quel genre d'homme est Perceval, ce héros tant admiré par Anne. Caperdonus annonce ensuite le début du duel. Et nous avons Gareth qui attaque directement Perceval sans relâche, chaque coup rapide comme l'éclair. Mais Perceval parvient à contrer chaque attaque et repousse Gareth à main nue, ce qui surprend tout le monde. Anne, elle aussi, montre ses progrès, car elle a réussi à compter les coups de Gareth, 7 au total, en une fraction de seconde, tous bloqués par Percy. Et lorsque Gareth repart à l'assaut, Perceval décide de répliquer en utilisant un mouvement de Gouran pour repousser Gareth violemment. En fait, ce coup n'était pas destiné à blesser ce dernier, mais à créer de la distance pour sa prochaine attaque, car juste au-dessus de Gareth apparaissent des mains gigantesques. C'est l'attaque ultime de Perceval, main météore. Il les abaisse sur Gareth qui tente désespérément de s'échapper. Cette attaque rend en quelque sorte son combat contre Talisker au début de la série presque insignifiant. Gareth disparaît alors dans le brouillard dense provoqué par ses mains météores de Perceval qui s'abattent sur le sol. Mais dès que Perceval distingue à nouveau sa silhouette à travers l'une de ses mains, il enchaîne avec une autre frappe dévastatrice. Mais alors qu'il frappe de nouveau, la main météore de Perceval passe mystérieusement au travers de Gareth sans l'effleurer. Perceval est déconcerté, mais ce n'est que le début des surprises. Soudain, il se rend compte que c'était en fait un autre Gareth qui avait reçu l'attaque. Et nous avons maintenant deux Gareth, chacun brandissant une épée différente. Cette vision double laisse Perceval sous le choc. Du côté de Bertholep, on apprend un détail crucial. C'est précisément ce pouvoir étrange qui a permis à Gareth d'atteindre la finale du tournoi précédent. Oui les amis, d'après les dires de Bertholep, Gareth a déjà été finaliste, mais il n'a probablement pas pu remporter la victoire finale. Probablement en raison d'un adversaire plus puissant présent cette fois-là, qui est probablement revenu d'après le début avec les dires de Bertholep pour être confronté à de nouveaux challengers surpuissants. Et les amis, si ce perso n'est pas Balin, je sais pas trop qui cela pourrait être. Donc vraiment, Hauser qui est opposé à lui devra bien se tenir. Perceval voyant ces deux Gareth déduit alors que c'est à cause de ce mystérieux double. Il ne se souvenait pas de son interaction avec Eldin. Ce n'était donc pas lui, mais ce clone qui avait agi à sa place. Et comme à son habitude, Donnie s'indigne et crie à la triche en disant « Ce n'est plus un duel en un contre un, c'est de l'anti-jeu », laissant les tribunes perplexes. Mais rapidement, il apprend qu'il n'y a là aucune forme de tricherie. Ce duel reste bel et bien un affrontement en un contre un. En tout cas, selon les règles de Bertholep. Les deux Gareth commencent donc à attaquer, l'original épaulé par son double mystérieux. Perceval tente de repousser le clone avec un puissant coup de pied. Mais étrangement, tout comme pour sa main météore, son pied passe à travers le corps de ce double, qui en profite pour attaquer Perceval avec son épée. Et même si Perceval semble parer le coup, il est quand même repoussé violemment. Et ce double remarque un détail troublant concernant Perceval, car cette épée qu'il brandit ne devrait normalement pas pouvoir être bloquée par une arme normale ou magique. Il y a donc quelque chose de définitivement étrange dans la magie de Perceval. Finalement, Caperdonus révèle la vérité à l'assistance. Ce deuxième Gareth est en réalité un fantôme, Dareth, le frère jumeau de Gareth, décédé lorsqu'ils étaient encore jeunes. Ce twist incroyable surprend tout le monde et explique pourquoi le clone de Gareth a pu traverser la tornade de Hauser sans être touché, ou même pourquoi la main météore de Perceval ou le coup de pied de Perceval n'ont pas pu le toucher. Grâce à sa magie de conjuration, Gareth est capable d'invoquer et de contrôler l'esprit de son frère pour l'épauler au combat. Ensuite, Gareth passe enfin à l'offensive sérieuse, frappant Perceval de tous côtés avec des coups plus intenses, tout en exprimant sa rage refoulée. Il explique que pendant que les gens de l'extérieur vivent paisiblement, eux les humains emprisonnés dans cet enfer qu'est Anfuin mènent une vie désespérée. Son frère Dareth est mort en le protégeant, et même dans la mort, il continue de veiller sur lui. Et donc, pour Gareth, il est impératif de sortir de cet endroit pour honorer le sacrifice de son frère bien-aimé. Du côté de Bertholep, on découvre de son analyse que la véritable menace était bel et bien la lame de Dareth. Et en silence, Dareth s'approche de Perceval par derrière pendant qu'il était occupé avec Gareth et d'un geste vif le transperce. Perceval s'effondre instantanément. Bertholep ajoute un détail crucial. Même si l'essence de cette arme est différente de celle de son épée, la lame de Dareth peut elle aussi tuer en un seul coup. Ainsi, tout comme lui, Dareth est capable d'infliger une mort instantanée avec son arme, ce qui place, je pense, Bertholep à un niveau assez important juste avec son épée. Et ce détail nous a, je pense, été subtilement montré lors de son affrontement contre Donnie, Anne et compagnie, où sans l'intervention de Hauser, il leur aurait tout simplement tué en un seul coup. Même si ça n'a pas vraiment marché contre Hauser, car il n'est pas vraiment normal, l'épée de Bertholep, l'épée transcendante, tout comme celle de Dareth, est probablement capable de tuer en un instant. Et perso, je dirais que l'épée de ce dernier, l'épée de Bertholep, s'attaque directement au corps de la personne, car c'est le corps et non l'âme qu'elle tranche, comme montré avec Donnie et compagnie. Cette épée transcendante est probablement surpuissante. Après cela, le public est en état de choc, mais Dareth révèle que le nom de cette arme est âme libre, une épée
épée capable de trancher le cordon de l'âme qui lie l'esprit au corps, comme un cordon ombilical, d'où son nom symbolique. Face au corps inerte de Perceval, Dareth, d'un ton solennel, lui conseille d'abandonner. Il insiste sur le fait que ce n'est pas personnel, mais que son frère bien-aimé doit sortir de cet endroit indemne, même si à l'origine ils avaient prévu de sortir ensemble. Finalement, Dareth et Gareth se tournent vers Caperdonish, lui demandant d'annoncer leur victoire, car pour eux, le combat est bel et bien terminé. Mais soudain, derrière eux, Perceval se relève, comme si de rien n'était. Il se tourne vers ces derniers, leur expliquant qu'il comprend désormais pourquoi ils tiennent tant à remporter ce tournoi. Cependant, il ajoute avec une détermination glaciale qu'il n'a pas l'intention de rester là et de se laisser battre. C'est un non catégorique. Cette résurrection improbable choque tout le monde, car normalement, une âme séparée de son corps ne peut pas s'y rattacher aussi facilement. Qui est-il donc vraiment, se demande-t-il face à un tel phénomène? En réponse à leur questionnement, Perceval s'excuse d'avance avant de pointer son doigt vers Gareth. Oui, dans une scène incroyablement gore, il prononce des mots en langage d'esprit, les mêmes paroles qu'il avait utilisées pour éradiquer la part humaine de Waraldan dans le royaume des fées. Et d'un coup, l'âme de Gareth semble comme aspirée vers un autre monde, une dimension parallèle, peut-être celle des esprits de vie ou même la conscience même de Perceval. La scène devient encore plus intense, avec Dareth remarquant que son frère ne bouge plus. Paniqué, il demande à Perceval ce qu'il vient de faire. Et là, dans l'un des moments les plus sombres jamais vus de la part de Perceval, représentant parfaitement l'image abstraite du cavalier de la mort avec un visage noirci et tout, celui-ci répond qu'il a estimé que cette méthode serait la plus radicale et rapide pour les vaincre tous les deux. Car si Gareth meurt, alors Dareth disparaîtra aussi, libéré de l'emprise de son pouvoir magique. Dans cette autre dimension, on voit Gareth voulant vivre, lutter désespérément, sa vie se faisant littéralement aspirer par Perceval, morceau par morceau. Et là, enfin, dans l'une des plus belles pages du manga, on découvre la véritable nature du cavalier de la mort qu'est Perceval. Une figure terrifiante, en forme de squelette, portant la même cape que Perceval et avec ses cheveux servant de cornes, aspirant tout simplement toute essence de vie présente dans Gareth ou dans son âme. Non les amis, cette scène est tout simplement époustouflante. Une page qui démontre, de mon avis, avec force que les calamités des cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas là pour faire joli. Perceval n'est pas le cavalier de la mort pour rien. Et cette page nous le prouve avec une intensité jamais vue. Non, j'ai kiffé. Sentant l'anomalie qui frappe son frère, Dareth dévasté supplie Perceval d'épargner la vie de son petit frère, tout en déclarant forfait, laissant tout le monde sur le choc. Car c'était une fin inattendue. Tony, ne comprenant pas vraiment ce qui vient de se passer, est juste extrêmement heureux de la victoire de Percy. Cependant, du côté de Naisian et Anne, il se questionne sérieusement. Qu'a bien pu faire Percy? Ou qu'a-t-il tenté de faire? Et en fait, pour ceux qui n'ont pas saisi, pour moi, d'après ma compréhension, il ne s'agissait d'aucune illusion. Si Perceval l'avait voulu, il aurait tout simplement tué Gareth, ou du moins tué son âme à tout moment. Il n'a rien créé d'illusoire. Il a simplement pris la vie de Gareth entre ses mains, puis la lui a rendue sous les supplications de Dareth. S'il l'avait voulu, Gareth ne serait plus de ce monde. Et il n'a probablement pas lancé cette attaque pour faire joli. Il voulait tout simplement vraiment en finir avec ce dernier. Après cela, Gareth, épuisé en ayant littéralement rencontré la mort en personne, s'excuse auprès de son frère de n'avoir pas pu remporter la victoire, puis s'évanouit tandis que Dareth, étant un fantôme, se trouve incapable de le soutenir. Ainsi, le vainqueur de ce premier combat du groupe A est enfin déclaré, Perceval, debout dans une posture triomphante devant les deux jumeaux épéistes, acclamé par toute la foule. Et enfin, du côté de Bertholep, on le voit s'interroger profondément sur Perceval. Se demande-t-il si Perceval est simplement capable d'apporter la mort ou s'il est l'incarnation même de celle-ci. Et c'est sur cette interrogation troublante que se termine ce combat. Un affrontement juste épique. Et vivement la suite. Ouais, j'ai grave kiffé ce combat. Pour le prochain duel du groupe A, ce sera Donnie opposé au paquet mystère. On va peut-être enfin savoir de qui il s'agit. Espérons juste que ce ne soit pas Gaozer. Et ne vous inquiétez pas, si ce duel aussi prend 2 chapitres et plus, il y aura probablement une vidéo sur ça. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, car j'ai pris un immense plaisir à vous la faire. Pour le soutien, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de bombarder les likes, les partages et tout le reste, évidemment. Je compte sur vous. Partagez vos impressions et vos notes sur ce combat dans les commentaires. Les liens vers mes réseaux sociaux pour la VOSTFR et tout de l'animé sont en description. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, bien évidemment, je compte sur vous. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Bonne continuation à toutes et à tous.